Bonjour et bienvenue sur le podcast des jeunes Africains inspirants. Les jeunes Africains inspirants, c'est la conviction qu'au sein de notre jeunesse africaine, nous avons de quoi nous enrichir pour avancer vers le succès tel qu'il nous correspond. Je vais à la recherche et je discute avec des jeunes en mouvement. Par leur parcours, ils m'inspirent. Il nous faut réussir et ce n'est pas le jour de chasse qu'on dresse son chien. Je suis Efoué Rodrigue Wallace, docteur ingénieur en mécanique et artiste le soir. Je reçois dans ce podcast d'autres jeunes, comme moi, pour discuter de leur parcours, de leurs choix, de leurs échecs, de leurs réussites, de leur mindset, d'argent, de foi, de hobby et j'en passe. Si tu aimes notre approche, je t'invite à t'abonner et à partager avec les gens que tu aimes. Si tu détestes, je t'invite également à t'abonner pour avoir des arguments pour détester et je t'invite à partager ce podcast à des gens que tu détestes. Dans cet épisode, je reçois un des gars les plus chill que je connaisse. Son enfance est pourtant marquée par la guerre, les bruits d'obus qui tombent dans les quartiers, les fusillades qui éclatent alors qu'on est à l'école. Mais comment fait-on pour s'en sortir avec le bon état d'esprit? Il dit même que son enfance est l'une des meilleures périodes de sa vie. Il est un modèle de positivité et de liberté. Bien que n'aimant pas l'école, il s'en sort quand même en devenant ingénieur dans le but de faire ce qui compte pour lui. Plein de ressources et d'audace, il va jusqu'à danser devant 40 000 personnes au JMJ de Lisbonne au Portugal. Si vous voulez en savoir plus, installez-vous et accueillons Monsieur Daniel Ange. Donc on accueille Dani. Salut Dani, comment vas-tu? Écoute, tranquille, ça va bien. Déjà merci de m'accueillir clairement et aussi de me surprendre avec ce podcast. Très bien. Donc on va essayer de retracer un petit peu le parcours depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que tu fais. Ok. Et le plus intéressant de ce qu'on va faire, c'est quoi la vision? Où est-ce que tu veux arriver? Tu vas pouvoir nous exposer ça. Donc commençons par le commencement. D'où est-ce que tu viens? Dans quelle famille? Où est-ce que tu es né? Tout ça. Alors, du coup, moi c'est Daniel Ange, mon prénom, Oranimana, qui veut dire d'ailleurs Dieu soit avec toi, hein, parce que du coup j'ai grandi dans une famille chrétienne, croyante. Et donc, je suis né au Burundi le 11 mai 1994. Ah, le jour de Boba. Ah, exactement, frère. Exactement. Mais d'ailleurs, chaque fois, tous les 11 mai, tous mes potes sont là à me faire des gifs ou des gifs de Bob Marley et tout. Ouais. Et, donc, je suis grandi au Burundi. Enfin, je suis né là-bas. Je suis né quand même dans une période, pour faire rapidement, un peu hostile, un environnement hostile dans le sens où c'est quand même la période de la guerre et tout. Et très rapidement, quelques mois après ma naissance, on a dû bouger au Congo-Brazzaville. On s'est enfui, quoi. Parce que ça devenait assez dangereux pour ma famille et tout. Donc on a habité au Congo pendant à peu près plus de 2 ans. Donc j'ai commencé à parler français par rapport à ma langue natale. Donc, et puis après, dans les années 80, alors on est revenu au Burundi en 1998. Et du coup, on a habité dans la capitale. Là, j'ai passé mon enfance à Dayan. C'est quoi la capitale du Burundi? Alors, à l'époque, c'était Bujumbura. Pourquoi je dis à l'époque, c'est parce que, alors, j'ai pas les dates exactes, mais il y a 3 ans, je crois, ils ont changé de capitale. C'est devenu maintenant Gitega, qui historiquement c'était la ville où habitaient les rois à l'époque de la monarchie.
Et que du coup, Bujumbura est devenue la capitale, disons, économique. Tu as une opinion par rapport à ce changement de capitale ou pas? Ça te laisse complètement indifférent. Je me suis pas trop intéressé à ce point, mais de ce que j'ai compris, c'était un peu pour dégorger la ville, Bujumbura, parce que commençait à avoir, enfin, il y a de plus en plus de monde. Parce que c'est étonnant, moi, je suis venu en France en 2015 et quand je retournais 2 ans plus tard pour les vacances, mais j'étais choqué de voir comment, en moins de 2 ans, la ville avait encore, enfin, elle avait grandi, quoi. Enfin, et je dis que, ouais, et c'est une ville au départ qui n'a pas été pensée pour accueillir autant de personnes. Donc l'infrastructure déjà c'est pas du tout adapté. Et donc pour bouger, enfin pour l'idée, je pense, de faire une nouvelle capitale, c'était peut-être pour repenser, désengorger déjà et repenser à nouveau, voilà, en pensant vraiment une ville nouvelle avec une capacité, enfin, avec peut-être des moyens pour accueillir plus de gens et avec des infrastructures qui vont avec. Quoi. Très bien. Et donc, toi, ton enfance, c'est un petit peu de Burundi. Après, tout de suite, tu pars au Congo. Tu reviens au Burundi. Est-ce que tu as des souvenirs ou c'est juste on t'a raconté de toute cette période-là où tu fais ces petits déplacements avant ton adolescence? Est-ce que tu as des souvenirs de ces moments où tu es... Alors, quand on est parti au Congo, j'étais encore bébé. Vraiment, j'avais même pas 1 an, je crois. Donc, pas de souvenir de ça. Mais au Congo, j'ai juste des flashs. Et un souvenir que j'ai, c'est que là où on habitait, il y avait un chemin de fer. Il y avait un train qui passait. Et qu'à chaque fois que j'entendais le train, ça me faisait peur. Parce que j'allais me cacher dans la chambre et je regardais le train à travers les... Tu sais, dans les pays tropicaux, t'as des ouvertures, des petits trous pour laisser passer l'air parce que il fait froid, il fait chaud plutôt. Et bon, chez moi au Burundi, c'est plutôt en haut des fenêtres, au-dessus des fenêtres, mais là, je me rappelle, c'était plutôt en dessous. Donc moi, je regardais à travers ça. Parce que t'as ces petits trous-là et t'as un ceux de filtre pour empêcher les moustiques d'entrer, tu vois. Enfin bref, du coup, moi, je regardais à travers ces trous-là, je regardais le train. Voilà, je crois que c'est... Ah oui, aussi, au souvenir que j'ai été mordu par un des chiens qu'on avait. Ah mince. Est-ce que tu auras un chien quand tu auras ta maison? Mais non, j'ai déjà eu des chiens, en fait. Ok. Dans mon adolescence... Non, parce que j'adorais les chiens. Dans mon adolescence, j'ai eu 2 chiens. Déjà, en plus. Et en plus, le premier chien de coup que j'ai eu dans mon adolescence, lui aussi m'a mordu à un moment. Non, du coup... C'était un signe d'amour, en fait. Bah, je sais pas où. Ok. Ouais. Ok, donc revenons, du coup, ton adolescence, comment elle se passe? Alors, déjà, avant de parler de l'adolescence, parce qu'on veut parler un peu de l'enfance. Alors, du coup, quand on est revenu du Burundi, du Congo, Brazzaville, on a habité dans une ville qui était au nord de la capitale. Et dans cette ville-là, c'était plutôt une ville résidentielle où t'avais des gens avec leur propre maison, tu vois. Sauf que t'avais 3 immeubles qui étaient construits pour accueillir des familles de réfugiés, en fait. Des gens, soit qui avaient quitté certains quartiers où c'était trop chaud pour y vivre. Donc, pour venir vivre dans ce quartier-là. Donc, on s'est retrouvé avec plusieurs familles avec des enfants de même génération. Genre, et ce qui fait que mon enfance, ça se passe... En fait, j'ai que des souvenirs dehors. Parce que je passais quasiment tout mon temps dehors. Vraiment. Et c'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment une des meilleures périodes de ma vie. J'ai déjà vécu d'autres meilleures périodes. Enfin, peut-être j'en vivrai d'autres, mais mon enfance, vraiment, c'était vraiment la meilleure période. Et en plus, dans un contexte où, quand même, le pays était encore officiellement dans une guerre civile, où, comme je dis, on habitait au nord de la capitale. Donc, c'est-à-dire qu'après ce quartier-là, cette ville-là, il y avait les montagnes, parce que faut voir un peu comment est la géographie de Bujumbura. À l'ouest, t'as le lac Tanganyika qui est tout au long de la ville. Le lac Tanganyika, qui est un des grands lacs de la région des Grands Lacs, ouais. Et à l'est, t'as les montagnes.
et des collines plutôt. Et donc nous on habitait vraiment juste entre guillemets en dessous des collines, et que du coup dans cette période de guerre civile, les rebelles quand ils venaient s'aimer la pagaille dans la ville, en fait ils lançaient par exemple des obus à partir de ces collines-là, et du coup, soit ça tombait dans nos quartiers, là où j'habitais, ou dans d'autres quartiers. Donc, c'est-à-dire, on pouvait être en train de jouer avec des potes, et là, on entend un sifflement. Et là, ça s'éteint, et là, boum. Et là, tu dis, ok. Là, et du coup, on allait tous se cacher au rez-de-chaussée de ces immeubles-là, parce que, bon, Dieu merci, c'était pas non plus des obus qui pouvaient détruire tout un bâtiment. Mais ou des fois on pouvait être à l'école et là tu entends un coup de feu, deux coups de feu, et là tu te dis ça va partir en cacahuète, et que quelques minutes plus tard tu entends plusieurs coups de feu parce que t'as des rebelles qui sont rentrés dans le quartier, ils commencent à se attirer, t'as les militaires du coup qui ripostent et tout, et du coup à ce moment-là nous on arrête les cours, enfin, on rentre, enfin, les professeurs vous poussent à rentrer, et on rentre dans nos maisons, quoi. Et donc c'était une enfance qui était alternée entre cette situation. C'est tout le temps et tout ce qui est guerre. Et comment tu gères la partie guerre? Ça m'intrigue. En fait, quand quelque chose dont tu te rends compte de la gravité en tant qu'enfant? En fait non, parce que t'as un enfant, t'es juste là, en fait, tu sais pas trop ce qui se passe. Certes, tu entends les coups de feu, tu entends les bombardements, mais t'as peur. T'as peur, mais tu comptes un peu sur tes parents, tu comptes un peu sur... En fait, je sais pas, pour moi, ça a été quand même... mon enfance, comme je dis, c'est une de mes meilleures périodes de ma vie. Et tout ce que j'ai pu vivre en rapport avec la guerre, en fait, c'est pas ça qui revient en premier dans mes souvenirs, quoi. Parce que quand on était enfant, en fait, on le vivait... Enfin, quand on avait des coups de feu, machin, voilà, on rentrait dans nos maisons, enfin, où on habitait. Et puis, le lendemain, on se retrouve avec les potes, et puis on discute, on dit, ah, mais attends, mais waouh, genre, on se dit, qu'est-ce qui se passait? Tu entends des histoires, certaines sordides, quoi, un mode, mais tiens, il y a eu un massacre, enfin, je sais pas, des trucs assez comme ça. Mais je sais pas, il y a une sorte de filtre quand t'es un enfant qui fait que, je sais pas, en tout cas, personnellement, c'est pas des souvenirs qui m'ont, qui viennent, ouais, tu vois, qui viennent dans ma tête, quoi. Et toi, on a eu un épisode où, quand même, je me rappelle, je crois que c'était il y avait des examens au niveau national, et du coup on changeait j'étais à l'école primaire, donc les profs de notre école primaire allaient dans une autre école primaire, du coup ça a changé. Et à ce moment-là, nous on avait aussi d'autres profs et pour surveiller l'examen. Et donc on entend un bruit, on dit bon, ok, c'est normal. Deuxième, on dit ça commence à devenir inquiétant. Et là, t'as 2-3 bombardements de suite. Et là, on sait tous ce qui se passe. Et en fait, on est au milieu de l'examen, on se lève, les enfants, on dit parce qu'on sait qu'il faut rentrer. Sauf que nous, on a eu la chance, la prof qui était là nous a laissé partir. Mais il y a eu des histoires comme quoi il y a eu une classe où la prof s'est mis au milieu de la porte pour empêcher les élèves de sortir en disant qu'il fallait d'abord finir l'examen. Wow. Et du coup, apparemment, les enfants, ils l'ont bousculé, tu vois, parce que... Mais ça, ils avaient tous peur. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On court. Chacun, il va chez lui, quoi. Et je me rappelle, on est au rez-de-chaussée, toutes les familles, parce que toutes les personnes qui habitaient au niveau des étages, ils descendaient au rez-de-chaussée pour un peu se protéger. Et du coup, nous, on est au rez-de-chaussée, on entend les bombardements, ça bombarde. Et à un moment, on entend un bruit assourdissant, mais vraiment assourdissant. En fait, c'était l'obus qui est tombé juste au niveau de notre avenue. Et, enfin,
pour moi, c'était la première fois que ça tombait aussi près. Et moi, avec je me rappelle, mon meilleur ami à moi, à cette époque-là, on sort pouvoir. Genre, commencer, tu vois, genre la scène. Et au moment où on sort, t'as les poussières qui nous tombent dessus. Et t'as les adultes qui nous crient dessus en mode, mais genre, rentrez, parce que tu sais, La curiosité. oui, tu vois, t'es gamin, t'es là, mais j'ai eu envie de voir. Et, parce que quand ça tombe, en fait, t'as les éclats qui après se dispersent. C'est pas que juste ça tombe. En fait, c'était ça, hein, c'est pour cette raison que, donc, les adultes, tu vois, en fait, ils nous ont tapé dessus, quoi, parce qu'ils disaient, mais, genre, vous sortez au moment où ça tombe, il faut au moins attendre, entre guillemets, tu vois, pour laisser le temps aux éclats de vraiment de se disperser, parce que nous, on est vraiment sortis au moment où on a entendu le bruit, et qu'on a vu que c'était à côté qu'on est sorti. Et à ce moment-là, bon, je sais pas si les gens qui nous écoutent vont avoir des détails sur ça, mais moi, je me rappelle que, du coup, je sors, et je vois au niveau du portail quelqu'un ramper avec une jambe de moins. Enfin, je dis une jambe de moins parce que j'ai su qu'à plus tard que c'était un des jeunes qui habitaient dans des immeubles qui, en fait, l'éclat avait touché sa jambe et qu'on a dû le couper. Mais je me rappelle le voir ramper, mais bon, je voyais pas très bien qu'il avait plus, mais je voyais bien qu'il rampait au moment où je l'ai vu. Qu'à ce moment-là, t'as eu aussi un travailleur, enfin, parce que nous, on a des travailleurs dans les maisons qui est décédé sur le coup. T'as un autre jeune qui était assis à la terrasse de sa... Et avec tout ça, comment est-ce qu'on finit par ne pas être traumatisé d'ailleurs, en sortant de ce truc? Moi, c'est impressionnant quand même de vivre. Dire que régulièrement, dans ton enfance, tu entends des bruits, tu entends des choses, tu entends des coups de feu, et tu te doutes que c'est pas normal. Il y a un truc qui se passe, parce que tu as peur de toute façon, jusqu'à voir la mort. Bien sûr. Tu vois des gens qui meurent devant toi. Comment tu sors de là? Comment tu te protèges de ça? Quel mécanisme tu mets en place pour pas finir, pour garder la joie de l'enfance, quoi? Parce qu'au final, tu dis que c'est pas les premiers souvenirs. Dire qu'à un moment donné, tu te mets quand même, tu dois te protéger d'une certaine façon. Je sais peut-être que tu l'as pas analysé, mais est-ce que tu penses qu'il y a un mécanisme que tu mets en place à ce moment-là pour te protéger de tout ça, quoi? En vrai, pour moi, j'ai quand même eu l'angoisse des coups de feu, parce que je sais qu'à chaque fois que j'entendais des coups de feu, ouais, vraiment, ça me faisait flipper. Et puis, je crois que c'est vraiment plus tard que tu te rends compte que tu as été traumatisé. Parce que, moi, je donne un exemple, quand je suis venu en France, c'est là où j'habitais à Villeurbanne, t'avais des constructions, par exemple, et souvent t'as des bruits de temps en temps. Et moi, je sais que à chaque fois que j'entendais un bruit, bah, je sursautais et je regardais. Je sais que mes premières années en France, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais un réflexe, c'était toujours d'être conscient de ce qui est derrière moi, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un truc, je me suis rendu compte en venant en France dans un environnement, entre guillemets, sécurisé, de paix, où du coup, ces mécanismes que j'ai mis en place, enfin, n'avaient plus d'utilité, et que du coup, moi, je me rends compte, je me dis, mais pourquoi genre, quand je marche, je suis toujours, il y a un œil qui regarde derrière, quoi, en mode, s'il y a un danger, je suis prêt à réagir. C'est que quand je vais dans un bâtiment ou dans un endroit, je regarde, entre guillemets, les portes de sortie. En fait, j'analyse l'environnement et je me dis, s'il y a un danger, qu'est-ce que je fais? Voilà, tu vois. Aujourd'hui, ça reste encore, tu vois. Mais je pense que c'est un peu ça, je pense que c'est ce genre de mécanisme. Mais aujourd'hui, enfin, moi, je me suis rendu compte en venant en France. Mais c'est vraiment ça. Très bien, très bien. Essayons d'aller un peu plus en avant sur le parcours. Donc, en France, marqué par la guerre, mais quand même par la joie des potes, on s'amuse, tout ça. Et ensuite, comment l'adolescence, c'est la même chose ou ça change? La guerre s'arrête à quel moment? Alors, disons qu'officiellement,
en 2005, on a eu un des plus grands groupes rebelles qui a signé les accords de paix, dont son chef est devenu président élu par l'Assemblée nationale en 2005. À ce moment-là, on a vraiment eu une période de paix. Mais il restait encore un autre groupe rebelle qui se battait. Parce que, alors, pour la petite histoire, au Burundi, quand même, on a connu la question des guerres ethniques entre Hutu et Tutsi. Ce qui fait que les groupes rebelles, en majorité, c'était des groupes rebelles Hutus, donc qui se battaient contre un gouvernement Tutsi. Et donc en 2005, t'as le président qui devient, d'un des groupes rebelles qui devient un président, donc c'est un Hutu. Le groupe rebelle qui reste, il est majoritairement Hutu. Donc ces gens-là, ils avaient plus de légitimité, je peux dire, de se battre contre un gouvernement parce que au départ, c'était pour la justice parce que voilà, il y avait eu quand même une injustice par rapport à cette question d'ethnie, de la division de pouvoir, enfin bref. Et du coup, en 2005 jusqu'en 2015, on avait quand même vécu une période stable. Il y avait le dernier groupe rebelle, je crois qu'il avait signé les accords de paix en 2011, 2009, je sais plus exactement. Je me rappelle plus parce qu'en fait, ça n'a pas tellement marqué les gens parce que à ce moment-là, vraiment, on avait vraiment quand même passé, voilà. Et voilà. Et que du coup, moi, on avait, avec mes parents, on avait déménagé dans un autre quartier. Et, où du coup, j'ai vraiment passé mon adolescence, où j'ai rencontré, des amis, je fais des nouveaux amis et tout. Et, premières années de l'adolescence, j'étais encore dans cette ambiance de bon enfant, de sortir, d'aller jouer, blablabla. Et j'avais eu même un vélo et... Ah là, le vélo. Mon gars, mais genre, moi je me rappelle le matin, samedi, je me réveillais je prenais mon vélo à 8h, je partais. Je revenais 20h du soir. Ah ouais. Non, franchement, les premières années d'adolescence, c'était vraiment super. Comment tes parents réagissent à ça? Parce que quand ils te laissent partir comme ça toute la journée, tu te fais pas tabasser quand tu rentres. Non, j'ai vraiment eu des parents franchement, qui ont été super génial, quoi. Super géniaux. Mais vraiment, je sais pas, parce que je sais que c'était un peu différent par rapport à des amis à moi, de la manière, moi, dont j'étais éduqué. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ma famille, grâce à mes parents. Vous êtes combien? Alors nous, on est nés à 9. J'ai perdu un grand frère pendant la guerre 94, 3 mois avant mon naissance. Et du coup, là, les restes, nous sommes 8. Tu es le dernier? Et je suis le dernier, exactement. Ouais, mais pas le chouchouté, parce que chaque fois on dit, ouais, t'es plus le chouchouté. Non, tu pars à 8h, tu rentres à 20h. Ouais, non, mais c'est parce qu'ils savaient que j'avais un côté aventurier, un côté aussi assez têtu, c'est-à-dire que voilà, quand je me décide à faire un truc, j'allais au bout, quoi. J'avais demandé d'avoir un chien et ils avaient refusé. J'ai amené un chiot à la maison. J'ai imposé, tu vois, le truc. Au début, mes parents, ils étaient en mode, ils faisaient la gueule. Mais à un moment, surtout mon grand frère, qui était encore là, parce qu'il était vraiment contre. Mais, la petite anecdote, le petit chiot que j'amène quelques semaines plus tard, t'as un voleur qui vient, qui prend mon vélo, et mon petit chiot commence à aboyer, mais genre, t'as les petits cris de chiot, tu vois, exactement. Et ma mère, qui a entendu le petit chiot aboyer pour la première fois, en tout cas la nuit, c'est bizarre, j'ai jamais entendu faire ça la nuit. Donc ma mère se lève, et regarde à travers la fenêtre, et au moment où elle regarde à travers la fenêtre, elle voit une silhouette avec un vélo sur les épaules. Ma mère se dit, punaise, c'est un voleur, et se met à crier au voleur, tu vois. Mon père, qui se lève en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle sort de sa chambre, elle va dehors, mais à un moment, il s'arrête, il se dit, mais attends, il doit raconter ça après. Il dit, mais donc, je suis seul, il y a personne autour de moi, donc si ce voleur, il peut me faire du mal. Ouais. Du coup, il retourne pour attendre le son. Ouais, tu vois. Sauf que lui, il est en mode, mais ça était dans le nuage, quoi. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Ouais, mais ce qui a été
En fait, quand ma mère a crié, le voleur, en fait, il a paniqué. Du coup, il a jeté le vélo par terre et il est monté sur l'échelle qu'il avait mis de côté de dans notre parcelle, quoi. Et donc, tout le monde s'est réveillé. Bon, je me suis réveillé. Bon, on m'a réveillé d'ailleurs parce que à ce moment-là, je crois que j'avais un sommeil profond. Et du coup, bah, on sort, mais on voit le vélo par terre, on voit l'échelle qui est à l'intérieur. D'ailleurs, un super échec qu'il nous a laissé le gars. Merci. Mais je te jure, je te jure, mais genre les échelles plutôt stylées quoi. Et Un voleur équipé quand même. ouais, mais le gars il était vraiment prêt et genre et tout le monde est là, on est super étonné. C'est vraiment c'est la première fois que ça nous arrivait et tout. Et tout le monde se met à aimer le petit show, tu vois, qui s'appelait Nikki d'ailleurs. Hommage à Nikki, ouais. Ouais, N-I-C-K-Y. Nicky Larson. Un peu, ouais. Tu vois, mon frère qui détestait, qui commence à caresser le cheveu, et je dis là, mais waouh. En fait, c'était vraiment, comment dire, la valida. Tout le monde a validé à ce moment-là, il dit, bon, c'est bon, on le laisse. Voilà, il a eu sa place, quoi. Il a fait ses preuves, tu vois. Voilà. Donc, c'était un côté où, voilà, où j'étais un peu, voilà, j'imposais un peu aussi, ma manière de faire les choses, quoi. Donc ce chien, tu ramènes ce chien à la maison, donc ton adolescence, ça se passe en paix. Ça se passe en paix, ouais. Jusqu'à la 2015. Je vais parler de 2015. C'est ça. Ouais. 2015. Qu'est-ce qui se passe en 2015? Alors, du coup, en 2015, t'as une crise politique sérieuse, crise politique qui éclate au Burundi. Parce qu'en fait, le président, celui dont j'ai parlé là en 2005, donc, du coup, il aura fait 10 ans au pouvoir. Voilà. Il a voulu, enfin, on l'a élu pour se représenter pour un troisième mandat. Sauf que c'était pas, l'opposition n'était pas d'accord. C'est un peu compliqué, dans le sens où, de ce que le parti au pouvoir disait, c'est que en 2005, le président Feu Nkurunziza, il a été élu par l'Assemblée nationale. En 2010, il est élu au suffrage universel. Je sais plus si c'est la Constitution ou parce que nous on a des accords, on appelle des accords d'Arusha qui ont été signés à une époque où je crois que c'était dans les années 2000 ou fin 99. T'avais Bill Clinton, t'avais pas mal de dirigeants internationaux qui étaient venus à Arusha pour essayer de parler, enfin de faire des accords de paix entre le gouvernement burundais et les rebelles, et que à travers ces accords de paix, il y a eu pas mal de règles, je pense, d'ententes qui ont été mises en place pour pouvoir bien partager le pouvoir, pour dire, enfin bref. Du coup, en 2015, un des arguments que j'ai pu entendre en écoutant, enfin, à cette époque-là, la radio, c'est que le président, comme a été élu au suffrage universel, une fois et que la Constitution dit que le président, il a droit à un deuxième mandat, enfin, il a droit à un mandat renouvelable une fois au suffrage universel. Donc, ça veut dire qu'en 2015, il avait droit à un deuxième mandat, voilà. Et des gens dans la société civile disaient non. Non, c'est ça. Mais quand même, il avait quand même promis en disant que c'est mon mandat et c'est mon dernier, et il avait même tenu la promesse, ce qui était incroyable. Enfin, en tout cas, moi, qui m'avait bluffé aussi. Il avait pas voulu changer de constitution à ce moment-là pour non, c'était vraiment voilà, suivre les règles un peu. Donc sauf que voilà, l'opposition n'a pas accepté. Donc à partir d'avril 2015, manifestation qui dégénère. En mai 2015, l'opposition, enfin, il y a un coup d'État qui est raté. Et du coup, ça s'empire encore plus. Et sauf que moi, j'étais à la fin de mon lycée, quand je finissais mon lycée. Et je suis venu en France en 2015, en août, tu vois. Donc c'est la période où tu pars du Burundi. C'est ça, ouais, mais où je pars vraiment
déjà, je suis pas parti de chez moi parce que dans le quartier où on vivait, c'était un des quartiers, il y avait pas mal de manifestations, donc on était obligé de, ouais, j'étais obligé d'aller vivre chez ma grande sœur, quoi, tu vois. Un peu mes dernières, enfin, enfin, je me sentais quand même déraciné un peu en me disant, mais même là où j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence, je peux plus y être pour. Enfin, j'étais obligé ouais, de quitter le pays en étant chez ma grande. Ça a créé des petites crises un peu existentielles sur la question d'où je viens, parce que tu vois, mon enfance, voilà, je suis né tout de suite, enfin, j'ai envie de dire tout de suite, je pars enfin, on s'enfuit au Congo. Enfin, puis on revient, puis on habite, je passe mon enfance super dans un autre quartier. Au début de mon adolescence, je change. Enfin, à la fin de mon temps au Burundi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, bah, en fait, je suis plus, enfin, bref. Ça avait quand même créé des petits. Tu changes beaucoup de lieu de vie. Mais finalement, c'est l'inconvénient et l'avantage parce que tu es quand même assez ouvert au monde de différentes cultures. Ouais, ça te pousse à t'adapter rapidement, ouais. Et puis, bon, là, tout à l'heure, j'avais parlé de la première moitié de mon adolescence, mais par contre, la deuxième moitié de mon adolescence a été quand même assez, comment dire, chaotique, je sais pas. Parce que, du coup, je perds mon vélo déjà, première chose qui arrive, mon vélo, bon, il est trop vieux, du coup, je le perds, on pouvait pas me renouveler. Enfin, bon, en tout cas, mon père ne pouvait pas m'acheter un nouveau. Donc, je passe la plupart du temps à la maison, quoi. Et je fais ma petite crise. Première année de lycée, j'avais pas du tout envie de bosser. En fait, à la base, je crois que je détestais, je sais même pas que je crois, je détestais l'école, en fait. On n'en a pas parlé, ça sonne bizarre. Comment tu étais à l'école? Jusqu'à ce moment, tu n'as pas envie de bosser. Ouais. Comment tu es à l'école? Tu travailles bien, on voit que tu bosses pas trop parce que tu passes tes journées dehors. Mais... Ah, voilà, ça te dit, ça te... Est-ce que tu as de bons résultats? Mais franchement, j'étais pas bon, j'étais pas mauvais non plus. J'étais vraiment, mais parce que je faisais pas du tout d'efforts pour bosser. Je me rappelle quand j'étais au primaire, à un moment, parce que nous on avait un système d'alternance à l'école primaire. En fait, il y avait un groupe pendant une semaine. On allait le matin à l'école et l'après-midi c'était libre. Et t'as un autre groupe qui reprenait l'après-midi. Okay. Voilà. Et moi, une fois, c'était l'après-midi, je devais aller à l'école. Et je sais pas, j'avais pas envie, vraiment. Et puis, j'y vais, j'arrive au milieu, je dis, non, j'ai pas envie. Non, je retourne à la maison, tu vois, Et du coup, je sais plus qui était à la maison, mais tu vois, tu t'imagines un enfant, tu vois, nous, qui avons grandi en Afrique un peu, tu sais comment les parents sont à cheval sur l'école, quoi. Moi, je reviens, ils me dit, mais pourquoi tu reviens? Je sais pas, en mode, j'avais pas envie, tu vois, je suis pas malade, c'est juste, j'avais pas envie. Et genre, il me dit, mais waouh, attends, quand papa va revenir, t'es dans la merde, tu vois. Mais ouais, j'étais là, j'assume, tu vois. Du coup, je reviens, enfin, mon père revient le soir, il a dit, mais, apparemment, t'as pas voulu aller à l'école. Ouais, j'ai pas envie. Genre, quoi? Mais sauf que mon père, tu vois, il a essayé de me punir. Ouais. Vraiment. Et j'estime que il a un peu favorisé le truc. Parce que, ouais, il a pris sa ceinture, il m'a frappé, mais genre, mais vraiment en mode, mais, juste pour que les autres voient qu'il voilà, pour le geste, tu vois. Mais voilà. Et du coup, plus tard, à l'adolescence, aussi, en fait, je bossais, mais franchement, j'avais vraiment pas trop, enfin, je sais pas. En fait, si tu veux, c'était vraiment beaucoup plus la manière dont on apprenait qui me convenait pas. C'était beaucoup de mémorisation. Et moi, vraiment, j'ai un problème pour mémoriser les trucs. C'est-à-dire que, pour mémoriser, je sais pas, 5 feuilles d'un cours d'histoire, je passais beaucoup d'heures, tu vois. Et puis, je passais beaucoup d'heures parce que j'avais vraiment du mal, en fait. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt écrire, en fait, créer. C'est-à-dire, réfléchir. Tu me donnes un sujet, tu dis, mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, du coup, de te faire, voilà. Ça, voilà. Tu vas essayer de créer un truc à partir des connaissances que tu as. Exactement. Un peu des choses Exactement. Aussi, ouais.
Parce que je me rappelle, au collège, j'avais un prof d'histoire, on s'entendait un peu, plutôt bien parce que voilà, en fait, moi, j'adore, par exemple, l'histoire. Je regardais pas mal de documentaires sur l'histoire, documentaires animaliers, des trucs comme ça. Et du coup, des fois, je faisais des références à ce que j'ai vu et, tu vois, elle était plutôt contente. Enfin, c'est la prof. Et même pendant des examens, des fois, enfin, quand j'avais plus, enfin, les notes dans ma tête, en fait, je faisais un freestyle. Et tu vois, il me notait sur ça parce que voilà, je faisais référence à des faits historiques, tu vois, des trucs comme ça. C'est ça, c'était pas, parce que il y avait des profs, c'était la virgule, tu la mets, voilà, tu la mets où il a mis, quoi. Et moi, vraiment, Je me recrache mon cours, quoi. Exactement. Et ma première année de lycée, ma petite crise d'ado, j'avais pas trop envie. En plus, il y avait aussi un côté où tu grandis dans un pays quand même, t'as pas d'espérance pour les jeunes, parce que tu vois les plus grands qui ont fait l'université, ils ont pas de travail, ils ont fait ce qu'ils aiment, mais ils ont pas de travail, ou ils ont un travail qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont fait, enfin, à leurs études. Moi, je crois que je voyais ça et je me disais, mais à quoi bon, du coup, d'étudier alors que plus tard, en fait, je veux pas forcément faire. Exactement. Exactement. Et moi, première année de lycée, pas du tout bossé, mais j'allais à l'école, mais je m'en foutais. Mes parents, franchement, ça, je les remercie. Tu vois, ils m'ont jamais mis la pression sur ça. Tu vois, ils m'envoyaient, mais ils me disaient, mais bon, on le laisse. Tu vois. Je crois que, franchement, je pense que d'autres parents burundais, ils ont mis la pression à l'enfant, mais je crois que mes parents, ils m'ont laissé. C'est pas bête, normalement. Donc, ils savent que tu es capable, mais ils voient que c'est un problème d'intérêt. C'est que ça t'intéresse pas, quoi. C'est ça, ouais. Parce que même à la fin de l'année, il y avait des rattrapages. Et pour les gens qui avaient des rattrapages, on affichait leur nom sur, à la direction et tout. Et moi, je suis allé, parce que mon père m'avait demandé, va voir au moins si t'as des rattrapages. Je me dis, mais moi, j'en ai pas, je suis sûr. Mais bon, je dis, par respect, j'y vais. Je suis allé, j'ai pas vu mon prénom. Je dis, bon, je savais, je rentre. Mon père me dit, il revient du taf, il me dit, alors? Bah non, j'ai pas vu mon prénom. Il est surpris. Ouais. Il me voit, il me dit, mais en fait, le gars, il a rien à foutre, vraiment, de ses études, quoi. Il arrive quand même à faire ce truc, mais voilà. Mais voilà, tranquille. Et je crois que, quand je disais un peu têtu, c'était un peu ça, c'est que, je crois que quand je comprends pas un truc, je le fais pas. En fait, quand je trouve pas de sens dans une chose, t'as beau je sais pas, entre guillemets, me mettre la pression, je sais pas quoi, mais voilà. C'est important pour moi de savoir où je vais, tu vois. Ok. Bon, maintenant tu arrives en France, 2015, donc tu arrives en août, c'est ça? Ou septembre? C'est ça, ouais, en août 2015, ouais. Ok. Comment tu vois le décalage entre le Burundi et la France? Qu'est-ce qui te frappe quand tu arrives là? En août et en été, donc le froid, c'était pas encore ça. C'était pas le cas, ouais. Le gros truc qui te frappe. Qu'est-ce qui te frappe? Moi, ce qui me frappe, c'est c'est la solitude. Enfin, parce que quand je dis la solitude, c'est-à-dire que le manque, peut-être pas la solitude, peut-être le manque de solidarité. Parce que typiquement, tu vois, t'es un étranger, t'arrives dans un nouveau pays. Moi, en tout cas, moi, je vois au Burundi, au niveau d'accueil on accueille des gens, peu importe d'où ils viennent, tu vois. On va demander, mais comment tu vas? C'était bien ton voyage? Alors, t'as besoin d'aide? Qu'est-ce que t'as besoin? Machin, tout ça. Et moi, je suis arrivé. En plus, je suis arrivé à Haute-Combe, dans le chemin neuf, la communauté du chemin neuf. Et à ce moment-là, il y avait même un festival. J'arrive avec ma valise. C'était une sœur qui était venue me prendre à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, qui m'amène à Haute-Combe directement. Donc, j'arrive avec ma valise. Il me dit, en fait, il me montre où je peux me mettre. Donc, j'y vais. Je suis là. Je reste debout. Genre, personne, je pense que c'est les premières 30 minutes, personne ne vient me parler, tu vois. Il y a que, tu vois, il y a que des sœurs, burundaises qui m'ont reconnu, qui m'ont vu, me dire, mais, oh, Daniel, mais attends, mais t'es là, machin. Parce que je les connaissais avant. Alors, les gens qui nous écoutent,
Haute-Combe, c'est une abbaye qui est tenue par une communauté chrétienne qui s'appelle la communauté du Chemin Neuf. Et en fait, c'est un très bel endroit où ils font des retraites, des festivals, ils accueillent les jeunes pour des sessions. Voilà. Et donc, Dany a connu la communauté qui est aussi présente au Burundi. C'est ça, ouais. Mes parents, ils sont membres du Chemin Neuf. Je suis né dedans, en fait. Et pour faire le lien, en allant au Congo-Brazzaville, par exemple, pour faire la guerre, on est allé vivre dans une maison du Chemin Neuf. Mon adolescence aussi a été beaucoup marquée par les temps que j'ai pu passer dans les week-ends que cette communauté proposait, les week-ends pour les jeunes, d'enseignement, de fraternité, tout ça. Ça m'a beaucoup porté spirituellement, ouais. Oui, donc, tu vois, donc j'arrive à Haute-Combe et tout, et franchement, ça m'avait beaucoup marqué, vraiment. Et pour quelqu'un qui venait de vivre une sorte de crise existentielle de, je ne sais pas où vraiment chez moi, donc t'arrives dans un endroit où même tu sens pas accueilli. Et puis la petite anecdote, donc à un moment, du coup, il y a une sœur qui vient, qui me dit, bon, on a peut-être trouvé une chambre pour toi, c'est dans tel endroit. Donc j'y vais, je pose ma valise. Donc je suis là, voilà, dans la chambre, voilà, je découvre un peu. Et là, t'as un monsieur qui arrive avec une fille derrière, qui me dit, mais pourquoi tu es là? Je dis, ben, on m'a montré on m'a demandé de venir ici. Puis il me dit, ah ouais, genre en mode, t'es pas les gens de squatteurs qui viennent squatter les chambres vides. Mec, il m'a dit ça. Moi qui, dans ma tête, j'étais dans ce truc de crise existentielle. J'ai senti une mélange de colère, de tristesse. Et vraiment, j'ai éclaté en larmes. Pause. Arrêtons-nous ici pour l'instant. La suite, dans la partie 2, la semaine prochaine. Au revoir.